Merci Alain. Je tiens à te remercier pour ton invitation à présenter aussi un sujet qui est complexe. Alors on revient un peu dans la médecine après avoir voyagé, avoir abordé des questions très complexes et très intéressantes. Et là, nous allons nous plonger dans l'évaluation de l'efficacité des médicaments et des antidépresseurs que nous prescrivons tous les jours. Et essayer de comprendre ce que l'on fait et de voir pourquoi il y a des doutes légitimes sur cette efficacité. Alors, je tiens à préciser, bien sûr, que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce qui va suivre. Alors, il faut savoir que dans la littérature médicale, vous avez de plus en plus d'articles qui critiquent et qui se questionnent l'efficacité, la pertinence clinique de l'efficacité des antidépresseurs, avec des auteurs, je tiens à insister, qui sont issus, qui sont même considérés comme des papes de l'évidence-based medicine, comme Ioannidis à Stanford, qui écrit carrément que c'est un mythe construit sur des milliers d'essais randomisés. Et donc, je ne peux que vous encourager à lire un article coécrit par un psychiatre, Florian Naudet, et Bruno Falissard, on parle encore de lui, dans Thérapie, qui essaye de poser les éléments du débat. Alors, un petit préambule pour commencer, pour comprendre ce que c'est que l'efficacité thérapeutique, il faut d'abord distinguer la notion d'effet, qui, en médecine en tout cas, se mesure dans un essai randomisé contre placebo, si possible dans une méta-analyse. La question qui est posée, c'est est-ce que l'effet est différent du placebo? Est-ce qu'il y a une différence entre le placebo et le médicament? Est-ce que cette différence elle est statistiquement significative? Ce n'est pas la même chose que l'efficacité. L'efficacité, c'est une notion qui est à la fois quantitative, qui se mesure, mais également qualitative, qui a des valeurs attribuées à cette notion. Et puis, plus médicalement parlant, plus méthodologiquement parlant, l'efficacité renvoie toujours à 4 questions. Donc pédagogiquement, je vous les propose ici. L'efficacité, c'est sur quoi? Sur quels critères? Chez qui? De combien? Et sur quelle durée? Et il faut distinguer un dernier concept très intéressant, c'est celui de l'utilité, qui n'est pas la même chose non plus que l'efficacité, qui inclut la notion de bénéfice-risque, d'une part, et puis de pragmatisme, c'est-à-dire est-ce que le médicament a une efficacité par rapport à rien, ou par rapport à des soins usuels, et qui ne répond pas, il serait légitime de les tenter, même en l'absence de preuves. Alors venons-en maintenant aux antidépresseurs. Comment sont-ils évalués dans la dépression? Eh bien, tout simplement, avec des échelles de dépression, la plus connue étant celle de Hamilton, HDRS, pour dire Hamilton Depression Rating Score, avec 17 questions. Cette échelle est traduite, c'est la plus utilisée, hein, vous aurez d'autres échelles de dépression, mais celle-là est vraiment la plus utilisée pour mesurer un effet des antidépresseurs. Elle est traduite en français, il est possible de l'utiliser en clinique, elle est même cotée par la nomenclature de la sécurité sociale. C'est une échelle qui essaye d'explorer avec 17 questions la sévérité des symptômes. Et avec 17 questions concernant l'humeur dépressive, le sentiment de culpabilité, les idées suicidaires, l'insomnie, l'anxiété, elle cote, elle grade l'intensité de la dépression. Ce n'est pas une échelle de diagnostic, c'est une échelle de mesure d'intensité, et qui a été établie dans les années 60 en milieu hospitalier, ce qui peut peut-être nous interpeller. Voilà, classiquement, cette échelle, on définit donc plusieurs seuils avec, vous voyez, 7, 13, 18, 19, 23, qui sont des seuils. Et on définit une dépression sévère quand ce score dépasse 19, et très sévère quand le score dépasse 23. La pertinence clinique de l'effet est estimée arbitrairement, mais bon, voilà, c'était des propositions qui sont faites par exemple par le NICE, qui dit qu'une différence cliniquement pertinente entre l'antidépresseur et le placebo est de 3 points sur cette échelle. 3 points, donc rappelez-vous, de 0 à 52. Il y a 52, on peut aller jusqu'à 52. Alors cette pertinence est déjà discutable parce que quand on compare une échelle de Hamilton à une échelle d'impression globale, on demande aux médecins d'évaluer de la variabilité de l'échelle de Hamilton. En fait, pour
percevoir un changement d'état, il faut au moins 6 points sur l'échelle de Hamilton. Donc loin, un peu loin des 3 points qu'on considère cliniquement pertinents. Bon, voilà, venons-en aux faits. Voilà des méta-analyses d'essais randomisés dans la littérature qui permettent de savoir qu'est-ce que font à peu près en moyenne ces médicaments-là dans ce qu'on appelle la dépression. Eh bien, d'abord, on s'aperçoit que globalement, vous avez à droite, en abscisse, la sévérité selon l'échelle de Hamilton, et puis en ordonnée l'efficacité entre le médicament et le placebo. Grosso modo, les études étudient quand même, pour leur grande partie, des patients dépressifs sévères. Vous voyez que la majeure partie des études se situe de 24. Enfin, se situe au milieu. Et que si on prend 3 points de différence comme critère cliniquement pertinent, ce score, cette différence n'est atteinte que si les patients ont à l'état basal une dépression très très sévère, c'est-à-dire 28. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Cette méta-analyse montre qu'en moyenne, l'efficacité d'un antidépresseur contre placebo, elle est de 1,8 points sur cette échelle de Hamilton qui va de 0 à 52. 1,8 points. C'est-à-dire que avec les antidépresseurs, vous avez une baisse moyenne de 9,6 de cette échelle sous antidépresseurs, et vous avez 7,8 points d'amélioration sous placebo. Alors, petit concept compliqué, on traduit ça en termes statistiques par ce qu'on appelle une taille d'effet, effect size en anglais. C'est la moyenne des différences standardisées, SMD, et c'est un marqueur qui ne vous dit pas grand-chose, mais je vais essayer de vous l'expliciter. Bon, globalement, il est de 0,32, et pour faire simple, les anticholinésterasiques dans la maladie d'Alzheimer, c'est 0,20. Les antiarthrosiques, c'était 0,05, 0,10, vous voyez. Et puis, on parle d'effets cliniquement intéressants quand on dépasse 0,5 de façon consensuelle. Donc là, on est assez proche des anticholinésterasiques en termes de différence d'effets. Alors bien sûr, cette méta-analyse que je vous présente, elle a été critiquée parce qu'elle est un peu polémique, elle rabaisse un petit peu la taille de l'effet des antidépresseurs. Et en fait, je dois vous dire qu'elle a été confirmée par une autre méta-analyse de chercheurs indépendants qui, cette fois-ci, ont cherché l'ensemble des études, et en particulier les essais randomisés non publiés, qui sont souvent négatifs, qui sont souvent non concluants. Donc cette étude c'est une nouvelle méta-analyse qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2008, qui, donc, à partir d'un registre d'essais cliniques, montrait en fait que 31% des essais étaient non publiés. Donc un tiers des essais concernant les antidépresseurs ne sont pas publiés. Dans ces registres, 51% étaient positifs, et dans ces cas-là, ils étaient quasiment tous publiés. Et puis les essais négatifs étaient très souvent non publiés, enfin 33% étaient seulement publiés, et même des essais négatifs étaient transformés en essais positifs. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un gros biais de publication, et que si on en prend compte, la taille de l'effet est la même que celle que je vous ai présentée à l'instant, c'est-à-dire 0,3. Donc le chiffre de 0,3 est aujourd'hui validé par plusieurs travaux successifs. Pour illustrer encore de façon, pour appuyer un petit peu le message, je vous montre un essai réalisé en soins primaires. C'est un des rares essais publiés en soins primaires, publié dans le BMJ en 1999, donc déjà un petit peu vieux, qui comparait deux médicaments, l'imipramine et le millepertuis, chez les patients en soins primaires dépressifs et qualifiés de relativement sévères, avec un score de Hamilton à 22,2. Mais voilà, vous avez le descriptif de l'évolution de ce score. Ils étaient à 22 au départ, et puis à 8 semaines, vous voyez, sous placebo, eh bien, il y a une diminution de 13 points. Sous imipramine, 15 points. Donc il y a bien une différence de 2 points sur Hamilton entre l'imipramine et le placebo. Et puis, chose troublante, le millepertuis faisait aussi bien que les antidépresseurs, que l'imipramine. Un message important aussi dans cette figure, vous voyez l'évolution, on va dire, spontanément favorable
puisque finalement, à la fin de l'étude, le score moyen de Hamilton avait diminué sous placebo de 13 points, donc ils étaient plus qu'à 8, si mes calculs sont bons, et ça sans intervention médicamenteuse. Bien sûr, il y avait l'essai clinique, ils étaient suivis, ils étaient soignés, mais voilà, c'est une information aussi qui est intéressante. Donc vous voyez l'importance de la différence entre le placebo et l'imipramine est de 2 points et qui donc valide les précédentes études que je vous ai présentées. Bon, pour aller un petit peu plus vite, grosso modo, on définit également la réponse qui est une amélioration de 50% de diminution sur l'échelle de Hamilton. Retenez que finalement, les antidépresseurs ont probablement bien un effet. Je n'ai pas dit une efficacité. Et que cet effet, si on le traduit en efficacité, ben ça devient il faut traiter à peu près 7 patients pour qu'un seul bénéficie d'une amélioration de 50% sur cette échelle. Donc 6 pour pas grand-chose. Mais ce n'est pas non plus rien. Il y a bien un effet, on ne peut pas nier l'effet des antidépresseurs. Par contre, il n'y a pas d'effet démontré sur d'autres critères qui pourraient être très cliniquement pertinents, sur les risques suicidaires en particulier. Ça, vous avez dans la littérature beaucoup de personnes qui pensent qu'un antidépresseur, ça permet d'éviter les suicides. Ça, c'est pas démontré, et même il y a une controverse qui, chez l'enfant, aurait tendance plutôt à augmenter le risque suicidaire. Il n'y a pas vraiment d'effet démontré sur les arrêts de travail, les rechutes dépressives et les qualités de vie. Il y a des controverses, on pourrait en débattre après si on a du temps. Se pose quand même la question principale pour nous en soins primaires, en médecine générale, c'est que finalement, est-ce que ces médicaments ont été évalués dans notre population, des patients que l'on voit, et pas des patients en milieu psychiatrique. Si on fait la synthèse de la littérature, là vous avez une méta-analyse Cochrane de 2009, qui se pose cette question spécifique, vous aboutissez à 16 essais randomisés versus placebo, dont 5 seulement ont comparé les IRS que l'on prescrit largement maintenant. Donc c'est quand même pour vous montrer qu'en soins primaires, les données sont bien plus fragiles que celles qu'on vient de montrer avant. On notera que la durée de ces études est souvent courte. Voilà, en moyenne, l'évaluation des médicaments porte sur 4 semaines à maximum 3 mois. Or, très souvent, nous prescrivons des fois de façon courte, mais des fois de façon très longue dans la durée. Voilà. Est-ce qu'il faut extrapoler surtout à des patients dont la dépression n'est pas considérée comme sévère? Et du coup, il y a tout un débat sur cette question. À quel patient les antidépresseurs seraient le plus utiles, seraient le plus efficaces? Vous voyez, si vous faites passer l'échelle de Hamilton chez vos patients, vous pourrez mesurer l'intensité de la dépression, vous pouvez la passer, et vous verrez par vous-même que souvent on est autour de 15 à 20 en médecine générale. On n'est pas dans le contexte des essais cliniques. De même, tous les patients qui ont des comorbidités, en général, c'est très vague. Les antidépresseurs n'ont pas forcément d'effet chez les patients atteints d'une maladie organique, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires. Par contre, il y a peut-être un effet dans la douleur chronique, dans les symptômes divers et variés, qu'on qualifie comme l'intestin irritable. Et puis bien sûr, il y a dans les autres troubles psychiatriques, on a parlé de la multimorbidité tout à l'heure avec Céline Fleury. Effectivement, très souvent, ce sont des patients très sélectionnés qu'on ne voit pas vraiment dans la vraie vie. Qu'en est-il des troubles bipolaires? Ça, c'est très curieux. Les antidépresseurs chez les patients atteints de troubles bipolaires ne semblent pas efficaces. Curieusement, alors qu'on aurait pu le penser. Dans l'addiction, qu'en est-il? Je regarde Philippe, je ne sais pas. Et puis bien sûr, les patients qui ont un risque suicidaire élevé sont exclus des essais. Donc on ne peut rien savoir sur eux. Chez les patients qui ont un syndrome démentiel, chez les sujets âgés, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Et puis bien sûr, pour tous ceux qu'on rencontre qui ont dans la vie des syndromes entre guillemets dépressifs, réactionnels, comme on disait avant, des problèmes d'événements de vie, quel est l'intérêt de... Voilà, on ne sait pas étudier. Bon, j'avance du coup pour dire que voilà, il y a bien un effet, mais il est discutable. Alors par rapport aux autres thérapeutiques, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut savoir que bien sûr, les psychothérapies ont été également évaluées sur les mêmes critères.
Et le rapport de l'INSERM de 2004 disait à peu près que les psychothérapies ont un effet similaire, voire supérieur, de 0,3 à 0,8. Mais bien sûr, les comparaisons sont difficiles parce que ce n'est pas forcément les mêmes patients, les mêmes critères, etc. Ce que l'on sait, c'est que les TCC, les thérapies cognitives comportementales, sont quasiment équivalentes aux antidépresseurs. Il n'y a pas de différence significative. Par contre, les psychothérapies ne semblent pas non plus, bizarrement, être supérieures aux autres thérapeutiques non médicamenteuses. Ça n'apparaît pas vraiment clairement dans la littérature. Ce que l'on pense de plus en plus, c'est qu'il existe vraiment des facteurs communs aux psychothérapies qui sont les plus efficaces. On a parlé de l'écoute active, on a parlé de l'approche centrée patient. Probablement que c'est le facteur commun qui permet de soulager au mieux, quoi. On retrouve les effets de l'exercice physique, voilà, qui aurait un effet similaire aux antidépresseurs. Voilà. On a également l'impression que le millepertuis a peut-être une plante, un millepertuis a un effet intéressant. Bon, la méditation, le soutien social, l'accompagnement. Vous voyez, on dérive. On a l'impression que tout ça, ça fait à peu près la même chose. Donc, quelque part, voilà, ma conclusion, c'est que les antidépresseurs, ils ont bien un effet. Est-ce qu'on appelle cet effet antidépresseur est probablement excessif? Ils ont bien un effet d'émoussement émotionnel. Les patients racontent bien que, quand on les interroge, leurs émotions sont un peu atténuées. Voilà. Et donc, du coup, il y a bien quelque chose qui se passe. Mais la pertinence clinique de cet effet est vraiment discutable. Et dans tous les cas, on ne peut que revenir à la décision médicale partagée en disant aux patients qu'il existe peut-être d'autres thérapeutiques et que bien sûr c'est aux patients aussi de choisir avec vous la meilleure possibilité pour son soin, en présentant bien les risques des antidépresseurs qui sont nombreux, la dépendance, le prise de poids, les troubles sexuels. Voilà, on se posera la question d'associer les thérapeutiques entre elles. Et moi, je finirai par cette conclusion. Pourquoi se précipiter vers les antidépresseurs en première intention parce que vous savez qu'on prescrit beaucoup d'antidépresseurs. Est-ce que c'est bien pratique? C'est sûrement parfois bien utile, mais est-ce que c'est toujours justifié? Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène de médicalisation de l'existence, des problèmes de souffrance divers et variés? Est-ce que ce ne serait pas lié à notre modèle biomédical qui considère que la maladie a un substrat biologique et que la réponse est forcément biologique? On sait que la sérotonine est probablement un mythe quand on regarde des arguments en détail. Et ça a été décrit dans des revues, dans le BMJ par exemple, et dans d'autres livres. Voilà. Et moi, je peux appeler ici que nos chers responsables des programmes de l'enseignement, peut-être qu'une formation thérapeutique non médicamenteuse pourrait vraiment apporter une solution à ces surprescriptions d'antidépresseurs. Et je vous remercie pour votre attention.